Bien, je reprends. Alors, je disais donc recul de la faute lourde, je parlais de l'arrêt éprouvé. Alors, l'arrêt éprouvé en 92 donc, est rendu à une époque, l'époque de l'affaire du sang contaminé. L'époque de l'affaire du sang contaminé. Donc, c'est une affaire qui a énormément marqué l'opinion. Il faut bien voir quand même que dans cette affaire, à la fin, presque tout le monde a échappé à la responsabilité, sauf le directeur du centre de transfusion sanguine, le docteur Garetta, qui a pris 4 ans de prison. Mais les ministres, il y a un ministre qui a été condamné, mais la sanction n'a pas été exécutée. Mais il faut savoir quand même qu'il y a un arrêté qui avait été pris par 2 ministres, parce que vous savez, à un moment, on s'est rendu compte que pour que le sang ne présente pas de danger de contamination par le virus du sida, quand on opère une transfusion, il faut que le produit sanguin soit chauffé. Vous voyez, à un moment, on s'est rendu compte de ça. Et donc, on avait des stocks de produits sanguins non chauffés. Et donc, les ministres, ça c'est avéré, hein. 2 ministres, le ministre des Affaires sociales et le ministre chargé de la Santé, prennent un arrêté en disant, voilà, à compter on est quoi, le 21, 22 avril, à compter du 1er septembre 2024, le sang qui sert les transfusions sanguines devra être du sang chauffé, donc ils savaient qu'il fallait. Mais dans l'attente, hein, dans les mois qui restent, hein, jusqu'au 1er septembre, eh ben, on va écouler les produits sanguins non chauffés. Donc là, on envoyait à l'abattoir les gens qui faisaient l'objet d'une transfusion sanguine. Vous voyez, c'est quand même gravissime. Et donc, ça a impliqué une révision de la Constitution pour pouvoir juger les ministres, etc. Et donc, au début des années 90, le Conseil d'État rend cet arrêt, mais il y avait eu des évolutions même de cours administratives d'appel. Vous voyez, par exemple, la Cour administrative d'appel de Lyon du 21 décembre 1990, la Cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 21 décembre 1990, consort Gomez, G-O-M-Z, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 90. Dans cet arrêt, la Cour administrative admet une responsabilité sans faute, donc même pas besoin de prouver une faute, responsabilité sans faute de l'hôpital, responsabilité sans faute de l'hôpital, lorsque celui-ci a utilisé une thérapeutique nouvelle, lorsque l'hôpital a utilisé un traitement, une thérapeutique nouvelle, dont les conséquences ne sont pas connues, entièrement connues, il y a peut-être un risque, et donc qui crée justement un risque spécial pour le malade. C'est une responsabilité sans faute fondée sur le risque. Vous voyez, euh, c'est intéressant puisqu'on est dans un domaine où il y a faute lourde, c'est-à-dire irresponsabilité, et la Cour administrative d'appel dit, bah, moi, voilà un cas où il y aura responsabilité sans faute. Il faut que le Conseil d'État suive après, hein. De la même façon, le Conseil d'État, dans un arrêt du 9 avril 93, donc le Conseil d'État, dans un arrêt du 9 avril 1993, Bianchi, B-I-A-N-C-H-I, Bianchi, dans cet arrêt, le Conseil d'État admet que la responsabilité sans faute, ça va être abandonné, hein. Mais le Conseil d'État admet en 93 que la responsabilité sans faute peut jouer dans certains secteurs de la responsabilité hospitalière. Je ne fais que l'évoquer parce que après le législateur va remettre de l'ordre. Donc, vous voyez, responsabilité pour faute lourde, c'est-à-dire irresponsabilité. Dans l'arrêt de 92, le Conseil d'État abandonne la faute lourde, c'est-à-dire que dans l'arrêt, il n'y a plus le qualificatif lourd, ça veut dire qu'il se contente d'une faute simple. Et dans la même période, parfois le Conseil d'État dit bah, dans certains domaines, il pourrait même y avoir responsabilité sans faute, la Cour administrative d'appel de Lyon. Et donc, le législateur intervient. Le législateur intervient. Euh, et alors, je ne vais pas citer cette. Euh, c'est la loi, donc, c'est la loi Kouchner. Donc, l'article L 1110-5, article L 1110-5 du Code de la santé publique, l'article L 1110-5 du Code de la santé publique dispose que toute personne a, compte tenu de son état de santé, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques
dont l'efficacité est reconnue, etc., etc. Je ne donne pas tout l'article, hein. C'est une obligation de sécurité sanitaire. Ça, c'est l'article L1110-5 du Code de la santé publique. Et puis ensuite, il y a un article, c'est l'article L1142-1. Article L1142-1 du Code de la santé publique. Code de la santé publique, article L1142-1 du Code de la santé publique, qui dispose que la responsabilité d'un professionnel de santé, médecin, etc., hein, responsabilité d'un professionnel de santé, comme d'un établissement, ça veut dire clinique privée, ça ne me regarde pas, hôpital public. C'est le même principe. La responsabilité d'un professionnel de santé comme d'un établissement ne peut être engagée, ne peut être engagée qu'en cas de faute si des conséquences dommageables apparaissent à la suite des actes pratiqués. Responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute si des conséquences dommageables apparaissent à la suite des actes pratiqués. Donc, le législateur parle de faute, il ne parle pas de faute lourde, il consacre donc la jurisprudence éprouvée. Il parle de faute, il ne dit pas faute lourde. C'est la consécration de l'arrêt éprouvé de 92. Ce n'est pas la consécration de l'arrêt Bianchi qui parlait de responsabilité sans faute. C'est la responsabilité pour faute. Après, ça c'est le principe. Mais le même paragraphe de l'article L 1142-1, le même paragraphe, réserve toutefois l'hypothèse, réserve le cas où le dommage résulte d'un défaut, le cas où le dommage résulte d'un défaut d'un produit de santé pour lequel s'applique la responsabilité des produits défectueux. Donc, après avoir dit responsabilité pour faute, des hôpitaux, des cliniques, des professionnels de santé, le paragraphe suivant, l'alinéa suivant, réserve le cas où le dommage résulte d'un produit de santé pour lequel s'applique la responsabilité du fait des produits défectueux, c'est l'article 1245 du Code civil et suivant. Vous voyez, par exemple, il y avait eu des arrêts antérieurs, hein, de la jurisprudence administrative qui applique d'ailleurs des directives européennes. Et par exemple, la Cour administrative d'appel de Lyon, la Cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 20 décembre 2007, donc la Cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 20 décembre 2007, Madame Poussardin, P-O-U-2-S-A-R-D-I-N, Poussardin, la Cour administrative d'appel avait jugé que le patient, le patient qui est contaminé, le patient qui est contaminé par le virus de l'hépatite C, le patient donc, qui est contaminé par le virus de l'hépatite C, dont est porteur le cœur qui lui a été transplanté. Donc, il y a transplantation d'un cœur porteur du virus de l'hépatite C, donc le patient est contaminé de ce virus, par ce virus. Eh bien, le patient bénéficie de ce régime de responsabilité, responsabilité du fait des produits défectueux. Il s'agit d'une responsabilité sans faute. Le patient n'a pas à démontrer qu'il y a faute. Dès lors que le produit est défectueux et qu'il a subi un préjudice et un lien de causalité, il y a responsabilité sans faute. Donc, c'est un régime plus favorable que le régime de principe, qui est un régime de responsabilité pour faute. Par ailleurs, autre élément, les établissements de santé sont responsables, sans qu'il y ait besoin de prouver une faute, les établissements de santé donc, sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales. Les établissements de santé donc, sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales. Une infection nosocomiale est une maladie infectieuse identifiable associée aux soins, cliniquement ou microbiologiquement identifiable associée aux soins. Donc, les établissements sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, force majeure, cas fortuit, faute de la victime, faute d'un tiers. Là encore, donc c'est une responsabilité sans faute. Donc le principe, responsabilité pour faute simple,
Responsabilité sans faute pour les dommages causés par des produits de santé défectueux. Responsabilité sans faute pour les infections nosocomiales, les dommages causés par des infections nosocomiales. Le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 2 de l'article L 1142-1, ensuite ajoute que certains dommages seront réparés non pas en application de la responsabilité, donc le paragraphe 2 indique que certains dommages seront réparés non pas en application des règles de la responsabilité, mais en application mais par la solidarité nationale, c'est-à-dire par les contribuables, par la solidarité nationale. Ça vise donc le cas d'un accident médical, d'une affection iatrogène, cela veut dire entraînée par un traitement médical. Affection iatrogène, c'est-à-dire entraînée par un traitement médical, ou une infection nosocomiale. Donc, dans une hypothèse d'un accident médical, d'une infection nosocomiale, d'une infection iatrogène qui dépasse un certain seuil de gravité, qui est fixé par les textes, ce n'est plus l'établissement qui en répond, mais la solidarité nationale. Donc, ce n'est pas une distinction selon le dommage, c'est une distinction selon sa gravité. Pourquoi? Eh bien, parce que cet assouplissement de la responsabilité a eu un effet considérable sur les assurances, sur les assurances que doivent prendre les établissements et les médecins. Et donc, la loi dit, quand ça atteint une certaine gravité, c'est plus la responsabilité qui endure, ce sont les impôts, la solidarité nationale. J'ai exclu dans l'introduction, j'ai dit, moi je vois la responsabilité, tout ce qui relève de la solidarité nationale. Vous avez par exemple une personne est blessée par une infraction à l'occasion d'une infraction pénale, ce n'est pas l'État qui est responsable, c'est la personne qui l'a agressé. Mais on ne la retrouve pas ou n'est pas solvable. L'État répare, il ne répare pas parce qu'il est responsable, il répare en raison de la solidarité nationale. Voilà, c'est la même chose. Alors, à partir de cet arrêt éprouvé de 92, il y a de multiples cas, multiples hypothèses dans lesquelles le Conseil d'État a abandonné l'exigence d'une faute lourde. Il y a eu une suite d'arrêts à partir des années 90 dans lesquels le Conseil d'État a abandonné la faute lourde qu'il exigeait auparavant. Je ne vais pas forcément les voir, hein, mais je vais me concentrer sur les quelques cas tangents. Par exemple, en matière, se demander, est-ce que la faute lourde subsiste encore? Eh bien, par exemple, en matière d'activité de contrôle. En matière d'activité de contrôle, le Conseil d'État, en matière d'activité de contrôle, le Conseil d'État conserve l'exigence d'une faute lourde, avec des exceptions qu'on cherche à expliquer plus ou moins bien. Activité de contrôle. Donc, le principe, en fait, activité de police. L'État, le préfet, le ministre a de multiples pouvoirs que j'ai vus dans un autre chapitre. De police administrative, c'est un pouvoir de contrôle. Quand il commet un dommage dans ce domaine, est-ce qu'il est responsable? Ben oui, en cas de faute lourde. L'arrêt de principe, c'est un arrêt qui est dans le GAJA. C'est un arrêt du Conseil d'État du 29 mars 1946. Conseil d'État, 29 mars 1946, Caisse départementale d'assurance sociale de Meurthe-et-Moselle. Caisse départementale d'assurance sociale de Meurthe-et-Moselle. Conseil d'État, 29 mars 1946. L'arrêt dans le GAJA. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une suite de l'affaire Stavisky. Stavisky, S-T-A-V-I-S-K-Y, Stavisky, qui est un escroc sous la Troisième République, qui est un peu à l'origine des journées du 6 février 1934, vous savez, quand il y a des gens qui ont manifesté contre la République. C'était lié à ce scandale, parce que Stavisky était un escroc qui avait corrompu des parlementaires. Et du fait de l'escroquerie de Stavisky, des épargnants qui avaient placé leurs économies, donc des épargnants qui avaient placé leurs économies au Crédit municipal de Bayonne, un établissement financier, un Crédit municipal de Bayonne, qui a été escroqué par Stavisky. Donc ces épargnants ont perdu leur dépôt. Mais le Crédit municipal a déposé le bilan, donc les épargnants ont perdu leur argent. Alors bien sûr, ils pourraient songer
à agir contre Stavisky, c'est lui le responsable, il est mort, il s'est suicidé. Donc c'est cuit. Donc les épargnants introduisent une action responsabilité, les épargnants introduisent une action responsabilité contre l'État. Parce que le ministre, autorité de l'État, a un pouvoir de police sur les établissements financiers. Ça existe encore aujourd'hui. Vous n'ouvrez pas une banque librement en France. Vous voyez, il faut des agréments, autorisations, etc. Pas forcément donnés par le ministre, c'est l'autorité des marchés financiers, mais il y a toujours un contrôle. Donc, les épargnants introduisent une action responsabilité contre l'État, reprochant au ministre ou au préfet, contre le ministre, peu importe, de ne pas avoir exercé correctement son contrôle. Et la loi vous donne un pouvoir de police spécial, vous l'avez mal utilisé puisque la banque s'est fait escroquer et a déposé le bilan. Eh bien, pour engager la responsabilité de l'État, pour cette activité de contrôle, pour engager la responsabilité de l'État du fait de cette activité de contrôle, le Conseil d'État exige une faute lourde. Le Conseil d'État exige une faute lourde. Et cette jurisprudence, là, cette fois, est toujours en vigueur. Ça n'a pas bougé. Voilà un cas où la faute lourde est encore exigée. Par exemple, on peut citer un arrêt du Conseil d'État du 6 octobre 2000. Conseil d'État, 6 octobre 2000, ministre de l'Intérieur contre commune de Saint-Florent. Conseil d'État, 6 octobre 2000, ministre de l'Intérieur contre commune de Saint-Florent. Dans cette affaire, une victime introduit une action responsabilité contre l'État. Donc une victime introduit une action responsabilité contre l'État, soutenant que le préfet, qui doit contrôler les collectivités territoriales, j'ai vu ça au premier semestre, peut déférer les actes, peut substituer, etc. Le préfet a insuffisamment contrôlé la commune de Saint-Florent, je crois que c'est en Corse. Et donc, de ce fait, hein, du fait d'un manque de contrôle, si vous aviez fait un recours, si vous avez fait un recours gracieux, etc., vous, préfet, ben, je n'aurais pas perdu mon argent. Le Conseil d'État exige une faute lourde pour engager la responsabilité de l'État. Cette jurisprudence subsiste, parce que bah, le fondement n'a pas changé. Le fondement n'a pas changé. Dans les affaires précédentes, par exemple en matière de responsabilité hospitalière, l'État exigeait une faute lourde parce qu'il estimait que l'activité était difficile. Il faut reconnaître à la personne, au chirurgien, par exemple, à l'hôpital, une marge d'erreur. C'est compliqué. Et toutes les, vous voyez, par exemple, ça a été abandonné, mais en matière de police des immeubles menaçant en ruine, quand dans votre commune, il y a un immeuble qui menace de s'effondrer, le maire a un pouvoir de police. Il peut ordonner au propriétaire de faire des travaux, les faire à sa place et lui envoyer la facture. Le Conseil d'État donc exigeait une faute lourde, mais il a abandonné. Mais le Conseil d'État exigeait une faute lourde parce que l'activité du maire est compliquée. Que dois-je faire? Est-ce qu'il y a moyen, etc. Dans la jurisprudence sur les activités de contrôle, l'exigence d'une faute lourde, dans la jurisprudence sur les activités de contrôle, l'exigence d'une faute lourde repose sur le principe de décentralisation, le principe d'autonomie. Principe de décentralisation, principe d'autonomie. En effet, une banque ou une collectivité territoriale, une banque dans l'affaire de 46, une collectivité territoriale est autonome, a une marge de liberté. Et donc, la victime doit savoir, qu'elle doit d'abord agir contre la personne autonome, engager sa responsabilité pour faute simple, plutôt que de saisir l'autorité de contrôle. Parce que sinon, il n'y a plus d'autonomie, oui, c'est trop facile. La commune, la commune de Saint-Florent demande la décentralisation, et puis quand ça tourne mal, une victime se retourne contre l'État qui engage sa responsabilité pour faute simple. C'est trop facile. Il y a pas de... Non, l'autonomie suppose la responsabilité. C'est pareil, les banques. La banque, c'est un établissement privé. C'est elle qui est responsable d'abord. Sinon, c'est nationalisation du secteur bancaire. Alors. C'est l'État qui doit répondre. Donc, la responsabilité de l'État n'est pas exclue. Il y a une responsabilité pour faute lourde, mais qui ne jouera pratiquement jamais. Et donc, les victimes doivent dire, si je veux obtenir
paiement de la somme que je réclame, ben, c'est la commune de Saint-Florent que je dois attaquer. C'est la caisse du crédit municipal de Bayonne, si elle existe encore. C'est ça que ça veut dire. Mais par exception, donc le principe demeure, mais par exception, il arrive, on trouve des arrêts. On trouve des arrêts dans lesquels, donc par exception, on trouve des arrêts dans lesquels, alors qu'il s'agit d'une activité de contrôle, eh bien, le Conseil d'État exige, se contente d'une faute simple. Et comment je le sais? Eh bien, parce que dans l'arrêt, il n'y a pas le qualificatif lourd. Ça veut dire que c'est une faute simple. Et quand c'est une faute simple, il ne dit pas simple, il dit faute. Vous voyez, par exemple, je cite un arrêt du Conseil d'État du 31 mars 2008. Conseil d'État, 31 mars 2008, Société Capraro. Société Capraro. En vertu d'une loi, les véhicules de plus de 3 tonnes 5, les véhicules de plus de 3 tonnes 5 doivent passer une visite technique auprès d'un service de l'État. Donc les véhicules de plus de 3 tonnes 5 doivent passer une visite technique auprès d'un service de l'État. Un camion vient de passer cette visite, donc un camion d'une entreprise privée vient de subir cette visite, et quelques semaines plus tard, il provoque un accident grave. Le camion provoque un accident grave du fait de la rupture des freins. Du fait de la rupture des freins. L'État exerce une activité de contrôle dans cette affaire. L'État exerce une activité de contrôle. C'est une police qui prévoit que les camions, pour des raisons de sécurité, doivent être périodiquement contrôlés. Et pourtant, dans l'arrêt de 2008, le Conseil d'État se contente d'une faute simple. Il abandonne, dans ce cas-là en tout cas, la jurisprudence caisse départementale de Meurthe-et-Moselle. Pourquoi? Eh bien, parce que, enfin, ceux qui essayent de trouver une raison, parce qu'il y a un impératif de sécurité. Si la loi a imposé ce contrôle, c'est pour éviter les accidents. Il faut absolument, que le contrôle soit bien fait. Pas par des gens qui, pendant qu'ils effectuent le contrôle, écoutent les résultats des courses, etc. Vous voyez. Et donc, le Conseil d'État, qui a une fonction pédagogique, explique au service qu'en ce domaine, il y a une responsabilité. Mais si ça avait été faute, donc ça ne joue jamais. Non, c'est une faute simple. Donc, attention, faites correctement le contrôle. Recruter plus d'agents ou surveiller qu'ils fassent bien le contrôle, etc. C'est ça que ça veut dire. On pourrait donner d'autres exemples. Alors, parfois, en matière de contrôle, le Conseil d'État se contente également d'une faute simple. Quand il apparaît, là, je vous ai donné une raison, c'est une raison de sécurité. Mais parfois, le Conseil d'État se contente d'une faute simple en matière de contrôle parce qu'il apparaît que l'organisme contrôlé n'a pratiquement pas d'autonomie. Vous voyez, sur le papier, il est autonome, mais en fait, il n'a pratiquement pas d'autonomie par rapport au contrôleur. Donc, la justification que je viens de donner ne joue plus. Je vous ai dit, il y a responsabilité pour faute lourde parce qu'il y a autonomie. Bah, s'il n'y a pas d'autonomie, rien ne justifie le maintien de la faute lourde. C'est ça que ça veut dire. Euh, alors, en matière de police administrative, à partir d'un arrêt de 1905, qui est dans le Gaja, à partir d'un arrêt du Conseil d'État du 10 février 1905, Tommaso Greco, le Conseil d'État a admis la responsabilité, donc dans cet arrêt Tommaso Greco, le Conseil d'État a admis la responsabilité de la personne publique pour un dommage causé dans une activité de police. Donc c'est la première fois que le Conseil d'État, dans cet arrêt de 1905, Tommaso Greco, qui est dans le Gaja, G-R-E-2-C-O, que le Conseil d'État admet la responsabilité donc, de la personne publique. Je dis personne publique parce que ce n'est pas forcément l'État, la police administrative, ça peut être la commune, pour donc, une activité de police administrative. La police judiciaire relève du judiciaire. Et dans cette affaire, c'est un taureau qui s'est enfui dans une ville de Tunisie. Donc, il y a un taureau qui s'échappe dans une ville de Tunisie qui est sous contrôle français. Et pour l'arrêter, un gendarme tire un coup de feu. Et soit parce qu'il n'est pas physionomie, soit parce qu'il est mauvais tireur, il touche une personne qui est blessée. Donc, le Conseil d'État admet la responsabilité, mais en matière de police administrative,
en matière de police administrative, il y a des hypothèses. Il y a des hypothèses dans lesquelles le Conseil d'État exigeait une faute lourde et des hypothèses dans lesquelles il se contentait d'une faute simple. Donc, responsabilité du fait de l'activité de police administrative, c'est admis, mais dans certains cas, faute lourde, c'est-à-dire très difficile à prouver, et dans d'autres, faute simple. La doctrine expliquait, la doctrine expliquait que la doctrine expliquait que la différence se justifiait, reposait sur la différence entre les activités de réglementation. Le maire prend un arrêté de police pour interdire la diffusion d'un film. Arrêt Société des films Lutetia. C'est une activité de réglementation, qui est une activité qu'il exerce en toute tranquillité. Il n'y a pas de pression. Et les activités sur le terrain. Vous voyez, le gendarme qui dit, bah, voilà, il y a un taureau qui s'enfuit, il risque de causer des blessés, des morts, que dois-je faire? Et il décide de tirer. Là, c'est dans le feu de l'action. Donc, le Conseil d'État se contenterait d'une faute simple pour les activités de réglementation, parce que l'activité n'est pas compliquée. On peut citer par exemple un arrêt du Conseil d'État du 25 mars 1966. Conseil d'État, 25 mars 1966, Société Les Films Marceau. C'est un maire qui a interdit un film, la diffusion d'un film, sur le fondement de la jurisprudence Lutetia. Donc ensuite, l'exploitant de la salle ou le producteur demande réparation. Et moi, cette décision que j'estime illégale m'a causé un préjudice. Le film n'a pas pu jouer à la période où il était visionné dans toutes les salles de France. Oui. Et le Conseil d'État se contente d'une faute simple, parce que le maire n'est pas dans le feu de l'action. Il a le temps de le prendre, son arrêt. En revanche, quand il s'agissait d'une activité sur le terrain, le juge exigeait la faute lourde. Euh, Cela étant, la jurisprudence évolue et on peut se demander hein, il n'y a pas encore c'est pas encore sûr, mais on peut se demander si le Conseil d'État n'a pas abandonné l'exigence d'une faute lourde, même pour les activités sur le terrain en matière de police administrative. On peut se poser la question à partir d'un avis du Conseil d'État, euh, du 6 juillet 2016. C'est un avis du Conseil d'État du 6 juillet 2016, numéro 398 234. Vous savez que dans le cadre, dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence, dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence de 1955, que j'ai vu au premier semestre, le ministre ou le préfet peut décider de perquisition. Perquisition dans des domiciles habités par des personnes qu'on peut soupçonner, etc., etc. Perquisition. Et euh, les tribunaux administratifs ont été saisis d'actions en responsabilité par des personnes, actions en responsabilité contre l'État, par des personnes qui considèrent qu'ils ont fait l'objet de perquisitions illégales. Ils peuvent demander l'annulation de la perquisition, mais l'effet est assez limité, la perquisition a eu lieu, hein. Mais ils peuvent aussi demander une réparation. Et les tribunaux avaient un doute sur le régime de responsabilité, parce que la question n'avait jamais été tranchée depuis 1955. Quel est le régime de responsabilité? Donc, comme ils peuvent le faire depuis une loi du 31 décembre 87, la loi qui crée les cours administratives d'appel, j'ai déjà vu ça, hein, quand une question de droit nouvelle se pose, un tribunal administratif ou une cour administrative peut la renvoyer au Conseil d'État, qui rend un avis. Et donc, c'est ce que fait le Conseil d'État dans cet avis du 6 juillet 2016. Et en matière de perquisition irrégulière, le Conseil d'État considère dans cet avis que la responsabilité de l'État peut être engagée pour faute. Mais le Conseil d'État ne parle pas de faute lourde, donc c'est faute simple. Donc le Conseil d'État dit, voilà, quand une perquisition se déroule irrégulièrement, la responsabilité de l'État peut être engagée pour faute, c'est-à-dire simple. Or, la perquisition, c'est l'expression même d'une mesure de police prise dans le feu de l'action. Donc, à partir de cet avis, on peut se demander s'il subsiste des hypothèses de faute simple, de faute lourde, pardon, en matière de police administrative. Alors, en revanche, le Conseil d'État, dans un arrêt du 18 juillet 2018,
Donc, le Conseil d'État, dans un arrêt du 18 juillet 2018, consort Chenouf, consort Chenouf, Cheneouf, c'est la famille d'un des gendarmes qui a été tué par Mohamed, d'un militaire, pardon, tué par Mohamed Merah. Et donc, c'est une action donc, de ces ayants droit. C'est un arrêt donc, du Conseil d'État du 18 juillet 2018. Et le Conseil d'État a exigé une faute lourde, pour engager la responsabilité de l'État, faute lourde, pour engager la responsabilité de l'État du fait des dysfonctionnements des services de renseignement dans la surveillance de Mohamed Merah. C'est une personne qui a tué quatre gendarmes, quatre militaires et des enfants dans une école juive à Toulouse. Et il est apparu que Mohamed Merah avait des contacts avec les services de renseignement. Et donc, la famille de M. Chenouf soutient que l'État, dans son activité de service de renseignement, n'a pas correctement exercé sa surveillance. Et le Conseil d'État exige une faute lourde. Voilà un cas où il y a encore hypothèse de faute lourde. À l'inverse, le Conseil d'État n'a exigé qu'une faute simple. À l'inverse, donc le Conseil d'État n'a exigé qu'une faute simple pour engager la responsabilité de l'État, pour défaut de surveillance des frontières, pour défaut de surveillance des frontières. Des parents. Donc des parents demandaient réparation à l'État pour préjudice moral. Donc des parents demandaient réparation à l'État pour préjudice moral parce que leur fille mineure avait pris un vol à destination d'Istanbul pour rejoindre les rangs islamistes en Syrie. Donc les parents introduisent une action de responsabilité contre l'État, estimant que l'État n'a pas exercé sa fonction de surveillance des frontières en laissant partir seule une fille mineure en Turquie. Et c'est un arrêt donc, du Conseil d'État, c'est un arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 2015, 9 décembre 2015, numéro 386 817. Et donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État donc, se contente d'une faute simple et estime que l'État n'a commis aucun défaut de surveillance. Aucun défaut de surveillance. Les services de police à l'aéroport, les services de police à l'aéroport ont vérifié que l'enfant mineur avait ses papiers d'identité. Donc l'État a fait son boulot. À l'époque des faits, à l'époque des faits, il n'était pas nécessaire de présenter une autorisation des parents pour un mineur pour sortir du territoire. Ça avait existé, ça avait été supprimé. C'est supprimé au moment des faits. Depuis, ça a été rétabli. Donc, dès lors qu'il n'y avait plus l'autorisation, on ne peut pas reprocher à l'État de n'avoir fait que vérifier que la personne avait ses papiers d'identité. Pas de responsabilité. Alors, il y a de multiples hypothèses dans lesquelles la faute lourde a donc disparu. Je terminerai juste sur euh, en matière de responsabilité du fait des services pénitentiaires. Responsabilité du fait des services pénitentiaires. Euh, la faute lourde a disparu. Le Conseil d'État l'a supprimée dans un arrêt du 23 mai 2003. Conseil d'État 23 mai 2003, Chabat, CHA2BA, Chabat. C'est un arrêt du Conseil d'État du 23 mai 2003. C'est à propos du suicide d'un détenu en prison. Donc, ces ayants droit introduisent une action en responsabilité et le Conseil d'État admet la responsabilité de l'État sans exiger une faute lourde. Le, le Conseil d'État a également admis la responsabilité de l'État, parce que les prisons, c'est l'État. Le Conseil d'État a admis également la responsabilité de l'État pour défaut de surveillance, sans exiger une faute lourde, dans une hypothèse où un détenu meurt par le fait d'autres détenus. Il y a une rixe dans la prison et un détenu meurt. Ces ayants droit introduisent une action en responsabilité contre l'État pour défaut de surveillance et le Conseil d'État admet la responsabilité de l'État sans exiger une faute lourde. Le législateur, d'ailleurs, est intervenu. Le législateur est intervenu. C'est une loi de 2009
loi du 24 novembre 2009. Et voilà ce que dit cette loi. L'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue, l'administration pénitentiaire doit assurer à chaque détenu une protection effective de son intégrité physique. L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque détenu une protection effective de son intégrité physique en tout lieu collectif et individuel, donc dans tous les lieux de la prison, en tout lieu collectif et individuel, même en l'absence de faute, c'est ce que dit la loi, hein, même en l'absence de faute. Donc c'est une responsabilité sans faute. Même en l'absence de faute, l'État est tenu de réparer l'État est tenu de réparer le dommage résultant, l'État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue. Donc l'État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein de la prison. Détenue donc causée par des violences commises au sein de l'établissement pénitentiaire par une autre personne détenue. Vous voyez maintenant, c'est une responsabilité sans faute du fait de la loi. Et dernière précision sur cette responsabilité pour faute lourde et sa disparition, euh, le Conseil d'État est finalement plus compréhensif. Le Conseil d'État est plus compréhensif à l'égard de la juridiction administrative. Le Conseil d'État est plus bienveillant à l'égard de la juridiction administrative. On a vu que, j'ai vu ça au premier semestre, hein, en vertu de l'arrêt d'Armon, en vertu de l'arrêt d'Armon du 29 décembre 1978. Donc en vertu de l'arrêt d'Armon, Conseil d'État 29 décembre 1978, d'Armon, la responsabilité de l'État peut être engagée pour mauvais fonctionnement de la justice administrative. Donc la responsabilité de l'État peut être engagée pour mauvais fonctionnement de la justice administrative. Cela étant, dans l'arrêt d'Armon, le Conseil d'État exige une faute lourde. Alors il a fait une exception que j'ai vue au premier semestre dans l'arrêt Magiera, lorsqu'il s'agit du non-respect du délai raisonnable, abandon de la faute lourde. Dans l'arrêt d'Armon, je l'ai dit, dans l'arrêt d'Armon, le Conseil d'État jugeait cependant, donc dans l'arrêt d'Armon, le Conseil d'État jugeait cependant que la responsabilité de l'État ne pouvait pas être engagée. Le Conseil d'État considérait que la responsabilité de l'État ne pouvait pas être engagée du fait du contenu de la décision juridictionnelle. C'est responsabilité pour tout ce qui entoure la décision elle-même. Mais la décision juridictionnelle est sacrée, si j'ose dire. Si on veut la contester, mais il y a des appels, des cassations, il n'y a pas de responsabilité. Vous avez dit cependant que le Conseil d'État a abandonné cette jurisprudence. Le Conseil d'État a abandonné cette jurisprudence sur un point. C'est un arrêt que j'ai cité au premier semestre, c'est un arrêt du Conseil d'État du 18 juin, Conseil d'État 18 juin 2008, M. Gestas, 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 18 juin 2008. Le Conseil d'État a considéré que la responsabilité de l'État pouvait être engagée, donc la responsabilité de l'État pouvait être engagée si la décision de la juridiction administrative, si la décision de la jurisprudence administrative commet une violation manifeste, du droit de l'Union européenne. Donc, normalement, la responsabilité de l'État ne peut pas être engagée pour le contenu de la décision de la juridiction administrative, mais il y a une exception, c'est la régestas, si, dans le contenu de la décision, il y a une violation manifeste du droit de l'Union européenne. Et le Conseil d'État, dans un arrêt du 1er avril 2022, le Conseil d'État, donc, dans un arrêt du 1er avril 2022, Société Kermadec, 1er avril 2022, c'est la requête numéro 443 882, 443 882, le Conseil d'État a exigé une faute lourde. La violation manifeste doit être constitutive d'une faute lourde. Dans cette affaire, et je termine là-dessus, hein, je vous laisserai à votre QCM, la société Kermadec était une société luxembourgeoise, on dit breton comme ça, non, c'est luxembourgeoise,
tromper l'adversaire peut-être. Donc la société Kermadec est une société luxembourgeoise et elle contestait la législation française, elle contestait la loi française qui imposait plus fortement les dividendes, les produits de l'activité d'une société, qui imposait donc plus fortement les dividendes quand les sociétés étaient actionnaires, les sociétés actionnaires qui percevaient ces dividendes étaient domiciliées hors de France. Donc, si la société qui perçoit des dividendes est française, elle est imposée, mais moins que si la société qui perçoit des dividendes est euh, installée ailleurs qu'en France. C'est le cas de Kermadec, qui est installé en Luxembourg. Et donc, la société avait fait un recours que le Conseil d'État avait rejeté en 2012. Le Conseil d'État dit non, la loi française n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Ensuite, en 2018, la Cour de justice sanctionne la législation française. La législation française cause une discrimination entre les sociétés européennes et les sociétés françaises. La position doit être la même. Donc, la société Kermadec demande réparation pour violation manifeste du droit de l'Union européenne. Et le Conseil d'État estime que le Conseil d'État n'a pas commis de faute lourde dans son arrêt de 2012 euh, en jugeant ainsi, en commettant une violation du droit de l'Union européenne, violation reconnue par l'arrêt de la Cour de justice en 2018. Donc, vous voyez, l'affaire posait des problèmes puisque le Conseil d'État juge son propre comportement. D'ailleurs, il y avait un argument en disant bah, ça ne peut pas être jugé par le Conseil d'État, il faudrait que ce soit renvoyé à la Cour de justice, question préjudicielle. Est-ce que le Conseil d'État, ou quelle est la solution que doit rendre le Conseil d'État? Et le Conseil d'État, non, non, il n'y a pas un droit à la question préjudicielle. Voilà, la prochaine fois, je verrai donc la responsabilité sans faute. La prochaine fois, ça ne sera pas demain, parce qu'il faut que je me remette du QCM. Moi, ça m'a travaillé. Là, j'ai reçu le mail, tout ça. Là, Et non, j'ai une réunion demain. Je suis là à la fac, hein, vous pourrez vérifier. Mais non-stop, mais pas pour le cours, je ne peux pas. Donc, ce sera la semaine prochaine. Bonne chance pour ce QCM. C'est Madame Paillet, ça. C'est Madame Graf? Ouais, je craindrais plus. Comme ça, hein, mais c'est peut-être un tort. Hein, ça, c'est. Merci, 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 merci. Ah, ça, non, là, j'ai enregistré ma petite remarque à la fin. C'était une remarque purement gratuite. Donc, je vais fermer l'enregistrement parce qu'elle est capable de. C'est une